Alors au moment où je tourne cette vidéo, Quanjo 2024 vient tout juste de se terminer et je n'ai pas honte pour dire qu'on a eu droit à un show plus que surprenant. What's up les Catchadits, c'est Jimbo et on est parti pour revenir sur ce qui s'est passé du côté de Quanjo, le dernier PAE de la WWE qui s'est déroulé en Arabie Saoudite, ce qui a permis à nous Catchadits français de suivre le show à partir de 18 h, ce qui était plutôt cool soit dit en passant puisqu'on a pu finir le show vers 21h30, 22h. Bon, je vous cache pas les Catchadits, c'est vrai qu'au tout début, ma hype était pas vraiment présente. Bon, déjà, tout simplement parce que c'était un show en Arabie Saoudite. Et on sait très bien, les shows en Arabie Saoudite, c'est pas vraiment des shows canons. Bon, déjà, on commençait très mal le show. Mais il faut savoir que la WWE nous a quand même proposé une carte de show plutôt correcte. Et autant dire que la WWE a été très culottée, que ce soit au niveau de l'ordre des matchs, comment les matchs se sont déroulés, et bien évidemment sur le choix des vainqueurs. Mais voilà les Catchadits, j'ai assez parlé, c'est parti pour revenir sur ce qui s'est passé à Quanjo. Et dès le début, la WWE va nous surprendre, puisque le match d'ouverture sera le match 3 contre 3 qui va opposer la Bloodline de Roman Reigns à la Bloodline de Solo Sikoa. Alors que c'est vrai que tout le monde s'attendait à ce que ce match soit le main event. Et bah non, la WWE a décidé que ce soit l'opener. Et autant dire qu'on a eu droit à notre petit lot de surprise avant même que le match commence. Bon, déjà au niveau des entrées, on va avoir une entrée assez classique pour Solo Sikoa et sa Bloodline. Et dès que la musique a retenti dans l'arène de Quanjo, tout le monde s'attendait à voir Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso côte à côte. Et bah figurez-vous que non et Catchadits, Roman Reigns va faire son entrée avec Jimmy Uso à ses côtés. Et là on se dit mais où est Jey Uso? Et bah Jey Uso il a décidé de faire comme a fait Roman Reigns, à savoir avoir sa propre entrée. Sa musique va retentir et va faire son entrée dans le public, ce qui est assez cohérent parce que Jey Uso il a quand même dit lors du dernier épisode de WoW, il veut être au même statut que Roman Reigns. Et d'ailleurs cette entrée a fait énormément chier Roman Reigns. Il suffit de voir sa tête, c'était totalement ouf. Donc ce qui laissait supposer qu'il y allait avoir de l'animosité entre Jey Uso et Roman Reigns. Et bah figurez-vous que ça va se ressentir dans le combat. Parlons du match les Catchadits. Clairement, c'était un très bon opener. Et comme j'ai dit, il y a de l'animosité entre Jey Uso et Roman Reigns. Donc à chaque fois que Jey Uso va vouloir faire le tag, il va faire le tag avec son frère et non avec Roman Reigns. Ce qui va pas du tout faire plaisir à Roman Reigns, mais au bout d'un moment, Jey Uso n'a pas vraiment le choix. Et au moment où Jey Uso décide enfin de faire le tag avec Roman Reigns, de l'autre côté, ça va être Solo Sikoa, donc on va avoir une confrontation entre les deux chefs tribal. Bon, on va avoir un petit botch sur un tombé où l'arbitre a fait le compte de 3 et Jimmy Uso est arrivé un petit peu trop tard pour faire le tombé. Mais voilà, un botch qui a rapidement été maîtrisé par les caméramans qui ont fait en sorte qu'on voit pas très bien le botch sur le WWE Network. Et parlons de Jacob Fatu. Bordel, le mec habite tout seul, il a réussi à retourner l'avantage pour sa Bloodline. Et parlons de la fin du combat, parce que beaucoup de gens s'attendaient à voir Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso remporter le match pour leur réunification. Et bah figurez-vous que ce n'est pas le cas. Au contraire, la WWE a été plutôt culottée, car avec ce qui s'est passé précédemment, tout le monde est KO à l'extérieur, et Jacob Fatu va offrir Roman Reigns en pâture à son chef tribal Solo Sikoa, qui va en finir avec un Samoan Spike pour le compte de 3, et ainsi donner la victoire à son équipe. Franchement, j'ai adoré cette fin de match. Et je trouve d'un côté que c'était plutôt cohérent. Il fallait donner une victoire à Solo Sikoa et à sa Bloodline pour justifier une future confrontation du côté des Survivor Series. Mais surtout, la Bloodline de Solo Sikoa avait besoin de cette victoire pour qu'il soit crédible. Et là, niveau crédibilité, tu peux pas faire mieux. Solo Sikoa qui fait tomber sur Roman Reigns. Ah là, clairement, Solo Sikoa, il peut se vanter d'avoir fait tomber sur le chef tribal originel. Mais parlons de l'après-match. Car Solo Sikoa, il va encore plus chambrer Roman Reigns, il va mettre le Ulafaya devant lui. Roman Reigns va de nouveau revenir à la charge, mais en infériorité numérique, il va rapidement se faire surprendre par la Bloodline de Solo Sikoa. Et même avec intervention des Usos, ce ne sera pas suffisant. Et là, tout d'un coup, les Catchadits, la musique de Sami Zayn va retentir.
Et sans indiscrétion et catch addict, est-ce que vous étiez surpris de voir Sami Zayn? Si vous dites non, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais parlons de la suite. Sami Zayn va arriver et tout semble à croire qu'il va rejoindre Solo Sikoa et Bloodline. Sauf que non, et catch addict, Sami Zayn va s'en prendre à Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga et Tanga Loa. Ce qui n'est pas vraiment surprenant. Il va se faire aider par les Usos, Roman Reigns va revenir également. Et putain, on va arriver à ce moment que j'ai surkiffé. On a Solo Sikoa tout seul dans le ring à la merci de Roman Reigns, Jimmy, Jey Uso et Sami Zayn. Oh putain, Solo Sikoa, il était littéralement en train de se chier dessus. Limite, il se demandait c'est qui le premier qui allait dégainer sur lui. Et bah figurez-vous que Roman Reigns et Sami Zayn vont avoir la même idée, sauf que Solo Sikoa va esquiver et Sami Zayn, sans le vouloir, va mettre un énorme kick au visage de Roman Reigns. Et tout ça, bah ça va entraîner une bonne dispute entre Sami Zayn et Jimmy Uso. Jey Uso va tenter de calmer les choses en disant que c'était un accident sous les yeux de Solo Sikoa qui est tout simplement mort de rire. Donc perso, je suis assez curieux de voir le prochain épisode de SmackDown pour savoir comment ça va se dérouler entre Sami Zayn et la Bloodline de Roman Reigns. Mais d'un côté, on voit bien que Roman Reigns, s'il veut redevenir le chef tribal, et bah il va avoir du pain sur la planche. Et après cet incroyable opener et catch addict, et bah il faut faire quelque chose. Il faut redescendre un petit peu en température. Et donc quel meilleur moyen que de mettre le Fatal 4-Way par équipe pour les titres de championne de Bianca Belair et de Jade Cargill. Et ça c'était au début quand le match a été annoncé. Et bordel, figurez-vous que c'était totalement l'inverse. Alors certes, le match avant toute chose était placé pour détendre un petit peu l'atmosphère. Mais ça n'a pas tant détendu que ça, bien au contraire. Parce que je le dis ouvertement et catch addict, on a eu droit au meilleur match tag team féminin de l'année 2024, en tout cas en PAE. Parce que clairement, il y a 4 équipes ont brillé. Pour leur première apparition en PAE, Jakara Jackson et Yassie Jones ont fait des trucs totalement dingues. On a eu droit à une petite épreuve de force avec Jade Cargill et Jakara Jackson. J'ai plutôt bien aimé et vraiment, elles ont fait des dingueries. Même Piper Niven et Chelsea Green qui à la base sont là juste parce qu'ils sont là pour faire des choses rigolotes. Et elles en ont fait des choses rigolotes comme Chelsea Green qui a fait un saut à l'extérieur et qui a été réceptionné par Piper Niven. Ou encore Piper Niven qui s'apprête à faire un SPH, mais elle s'est pas rendu compte que la catcheuse qui était en dessous, c'était Chelsea Green. Elles ont également brillé. Bon, du côté de Io Sky et de Kairi Sane, bon, c'est pas vraiment surprenante au vu de ce qu'elles sont capables de faire, c'est normal qu'elles ont brillé. Et du côté des championnes, bah c'est également la même chose. J'ai même envie de dire qu'on a eu droit au meilleur match de Jade Cargill depuis ses débuts en début d'année. Et à la surprise générale, Bianca Belair et Jade Cargill ont conservé leur titre de championne par équipe. Et c'est vrai que j'étais assez surpris parce qu'on était vraiment dans la configuration où Bianca Belair et Jade Cargill pouvaient très bien perdre les titres sans être mêlés aux tombées finales. On était clairement dans le scénario où on pouvait protéger les championnes dans la défaite. Et bah non, on n'a pas eu le cas et ça a été un très bon match féminin par équipe. Et après ce match les catch addict, on va passer à un des matchs que j'attendais avec impatience, Seth Rollins contre Bronson Reed. Bon, déjà, avant même que le match commence, on sentait quand même une certaine intensité se dégager entre Seth Rollins et Bronson Reed. Et bah pas le temps d'attendre les catch addicts puisque Seth Rollins a décidé de s'en prendre directement à Bronson Reed avant même que ce dernier finisse son entrée. Bon, ça va être comme ça pendant quelques minutes, mais ils vont rapidement aller dans le ring, le match va officiellement commencer. Et bordel, quel excellent combat entre Seth Rollins et Bronson Reed. Et d'un côté, je suis pas vraiment surpris, parce qu'on avait vraiment deux catcheurs qui étaient capables de nous faire de la dinguerie. Et puis surtout, c'était un excellent combat qui permet de mettre Bronson Reed en avant. Clairement, Seth Rollins y a fait boulot. Il fallait qu'il mette Bronson Reed en avant et je pense qu'il a bien réussi son travail. Car pendant l'intégralité du combat, Seth Rollins va vouloir prendre Bronson Reed de vitesse, sauf que Bronson Reed y est beaucoup trop puissant et va rapidement prendre l'avantage sur Seth Rollins. Mais voilà, Seth Rollins a quelque chose que n'a pas Bronson Reed, c'est l'expérience. Car Seth Rollins va réussir à résister aux multiples attaques de Bronson Reed, ce qui fait que Bronson Reed il en a ras-le-bol et il veut en finir une bonne fois pour toutes avec le Visionnaire, et il va faire l'erreur suprême. Il va vouloir aller à l'extérieur et utiliser les escaliers en acier. Bon, déjà c'est un petit peu con parce que s'il utilise, il va se faire disqualifier, mais surtout Seth Rollins va en profiter pour s'en prendre aux jambes de Bronson Reed et il va enchaîner avec un stomp, ce qui va écraser la tête de Bronson Reed sur ces fameux escaliers en acier qu'il voulait utiliser contre ce dernier. Et une fois de retour dans le ring, Seth Rollins va rapidement
rapidement prendre l'avantage sur Bronson Reed et enchaîner avec plusieurs stomps et ira même jusqu'à porter un stomp de la 3e corde pour le compte de 3 et remporter le match. Bon, dites-moi dans les commentaires et Catch Addict, mais je crois de mémoire de fan, je n'ai jamais vu Seth Rollins se faire un stomp de la 3e corde. Bon, ce qui prouve que pour venir à bout de Bronson Reed, Seth Rollins a dû monter de niveau. Et c'est vrai qu'au début, je faisais partie de ces fans qui comprenaient absolument pas pourquoi Seth Rollins a remporté le match. Clairement, il en avait pas besoin alors que Bronson Reed c'était un excellent moyen de le mettre en avant. Mais bordel, qu'est-ce qu'on a eu après le match? Alors que Seth Rollins s'apprêtait à fêter sa victoire, Bronson Reed, comme ça, il est en plein centre du ring et il est debout. Limite, le stomp de la 3e corde ne lui a rien fait. Et pour couronner le tout, le mec, il était prêt à en découdre une nouvelle fois avec Seth Rollins. Seth Rollins lui-même n'en croyait pas ses yeux. Donc ça montre d'un côté que certes, Seth Rollins a remporté le match, mais c'est très loin d'être terminé entre les deux. Et d'un côté, c'est ce que je voulais voir. Bon, après ça, les Catch Addict, il est quand même temps de passer à un des matchs de ce Kwangjo 2024. Et un des matchs pour les titres de champion. Et on va démarrer avec le match qui va opposer Nia Jax à Liv Morgan. Bon, je vous avoue qu'au tout début de ce match, j'étais pas vraiment surpris. Car on avait un match qui correspondait à ce que j'attendais. À savoir Nia Jax qui va prendre rapidement avantage. Et de temps en temps, Liv Morgan va se montrer un petit peu combatif, mais elle va littéralement se heurter à un mur. Parce que oui, je rappelle que toute l'attention n'était pas dirigée autour de Liv Morgan et Nia Jax. Et bah oui, tout était tourné autour de Tiffany Stratton. Donc ce n'est pas vraiment surprenant que durant le combat, Tiffany Stratton va débarquer et tenter un cash-in. Sauf que le cash-in ne va pas du tout plaire à Nia Jax. Car je rappelle que Nia Jax avait un plan pour que Tiffany Stratton réussisse son cash-in sur Liv Morgan. Donc voir Tiffany Stratton, ça va l'énerver et elle va ordonner à sa copine de repartir en backstage. Et on le voit ces derniers temps à SmackDown, Tiffany Stratton en a ras-le-bol de Nia Jax. Donc elle va décider de ne pas obéir à sa copine et va rester aux abords du ring et elle va tenter une nouvelle fois son cash-in. Sauf que cette fois-ci, elle ne réussira pas à cause de Nia Jax, mais bien à cause de Raquel Rodriguez. Bizarre, je suis pas vraiment surprise qu'elle soit présente. Et celui dont je suis moins surpris de voir, c'est bien évidemment Dominic Mysterio. Dominic Mysterio, comme à chaque fois, va tenter de distraire l'arbitre, ce qui va permettre à Raquel Rodriguez de s'en prendre à Nia Jax, ce qui va permettre à Liv Morgan de reprendre l'avantage et de porter son Oblivion pour le compte de 3, et ainsi remporter le match et devenir officiellement la première championne Kwangjo de l'histoire de la WWE. Et bah figurez-vous que je m'y attendais absolument pas. Bon, je m'attendais à Tiffany Stratton qui allait tenter son cash-in ou encore aux interventions de Raquel Rodriguez et Dominic Mysterio. Mais à aucun moment je m'attendais à voir Liv Morgan remporter le match. Mais voilà, belle victoire pour Liv Morgan qui devient officiellement la première championne Kwangjo de l'histoire de la WWE. Et parlons de la suite. Bah c'est simple, y'en a pas. Alors que je voulais tellement voir Tiffany Stratton réussir son cash-in. Mais bon, avec ce qui va se passer, je pense que Nia Jax va être sacrément remontée contre Miss Money in the Bank. Et ce serait peut-être pas vraiment surprenant de voir Tiffany Stratton cash-in sa maillette d'ici les prochaines semaines. Allez Catch Addict, il est l'heure de passer au combat que j'attendais le plus de ce Kwangjo 2024. Randy Orton contre Kevin Owens. Comment dire les Catch Addict? Il n'y a pas eu de combat. Non, sans déconner, Kevin Owens s'en est directement pris à Randy Orton alors que ce dernier il était en train de faire ses pauses habituelles. Et spoiler alert, l'arbitre n'aura même pas le temps de siffler le début du combat, puisque les deux catcheurs vont littéralement se détruire. Et putain, le pauvre arbitre qui va vouloir intervenir pour faire en sorte que le match démarre officiellement, le mec, il va tellement contrarier Kevin Owens qu'il va se prendre un stunner. Et bordel, je ne peux pas parler de cette bagarre, parce que c'est clairement une bagarre, sans parler de ce qui s'est passé juste après. Puisque les officiels vont intervenir et Randy Orton et Kevin Owens, ils en ont rien à carrer. Et les deux general managers, Nick Aldis et Adam Pearce, vont également intervenir. Sauf que, bah, il fallait pas du tout faire ça. Surtout Adam Pearce. Putain, le pauvre Adam Pearce, il s'est pris un RKO venu de nulle part de Randy Orton. Et juste après ça, j'avais peur que Nick Aldis se prenne un stunner de Kevin Owens. Bon, rassurez-vous, c'est le general manager qui va survivre. Mais passons à la fin parce que c'était juste dingue. Les deux catcheurs vont continuer leur bagarre à l'extérieur. Kevin Owens va prendre l'avantage sur Randy Orton et va réussir à le placer au niveau d'une table.
Et Kevin Owens va en finir une bonne fois pour toutes avec Randy Orton en lui portant un incroyable frog splash depuis public, ce qui va détruire aussi bien Randy Orton que Kevin Owens. Et j'ai franchement adoré ce moment-là. Bon, certes, ce n'est pas un match, mais j'ai trouvé ça entièrement cohérent. Parce que d'un côté, ça colle vraiment au personnage de Kevin Owens qui est totalement parti en vrille. Et ça confirme mes propos de Triple H. Car rappelez-vous, Triple H cherchait à protéger Randy Orton de Kevin Owens. Sauf que Randy Orton, il en a fait qu'à sa tête et il en a payé le prix. Il s'est fait démolir par Kevin Owens. Et grâce à ce passage à tabac, Kevin Owens est clairement présenté comme une future menace pour Cody Rhodes et son titre de champion. Et c'était ce que je voulais voir. Bon, pas dans ce format-là, je vous l'avoue, mais c'était parfait. Bon, après ça, les catch addicts, il est temps de passer au dernier combat avant le main event, le match triple menace qui a opposé LA Knight à Andrade et Carmelo Hayes pour le titre de champion des États-Unis. Et comment dire, c'était un excellent match triple menace. Et sans déconner, c'est ce que je voulais voir. Parce que d'un côté, LA Knight est un excellent champion des États-Unis et il fallait un excellent combat pour continuer à faire en sorte de mettre le titre de champion des États-Unis en avant. Et ça a été le cas. Et ça a surtout permis à Andrade et Carmelo Hayes d'être mis en avant. Sans déconner, durant l'intégralité du combat, on ne savait absolument pas qui allait le remporter. Clairement, au vu de ce qu'on a eu, les 3 catcheurs méritaient de repartir de coin de jeu avec le titre de champion des États-Unis. Mais voilà, malgré tout ça, LA Knight a réussi à venir à bout de Carmelo Hayes et d'Andrade et a réussi à conserver par la même occasion son titre de champion des États-Unis. Bon, maintenant, reste plus qu'à savoir quelle sera la suite pour LA Knight. Qui sera le prochain catcheur à toquer à sa porte? Et pour Andrade et Carmelo Hayes, parce que oui, avec cet excellent combat, ils sont clairement mis en avant. Donc est-ce que ce match va permettre de les propulser vers de futures opportunités, soit contre Cody Rhodes ou encore une nouvelle fois contre LA Knight dans le futur? Ou est-ce que malheureusement ils vont être mis aux oubliettes? Ou j'ai peut-être une petite idée derrière la tête, pourquoi pas les mettre dans la division par équipe? Ce serait tellement ouf de voir une équipe composée de Carmelo Hayes et de Andrade. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et maintenant les catch addicts, le main event, Cody Rhodes contre Gunther pour le titre de champion Crown Jewel. Et c'est vrai que lors de mon Jim Bonostic, j'avais dit qu'on allait avoir un excellent combat entre Gunther et Cody Rhodes. Pour alert, c'était le cas. Mais le gros problème que j'avais dans ce combat, c'est malheureusement l'enjeu de ce match. C'est le titre Crown Jewel. Parce que clairement, avec un titre qui ne servait à rien, ça avait beaucoup diminué ma hype autour de ce combat. Mais je vous rassure, de très peu. Parce que sans déconner, on a eu un match incroyable entre Cody Rhodes et Gunther. Mais j'en veux quand même terriblement à la WWE de nous avoir mis ce match pour un titre qui ne sert strictement à rien. Parce que sans déconner, avec ce match-là, qui oserait dire que Gunther et Cody Rhodes ne pourraient pas s'affronter dans un mini-event de WrestleMania? Franchement, c'était juste incroyable. Et je vous dis honnêtement les catch addicts, avec le match qu'ils nous ont fait, peu importe quel des deux allait perdre, le champion qui allait perdre n'allait pas du tout être décrédibilisé. Et c'est vrai qu'au tout début, j'avais un petit peu peur. Car avec cette affiche entre Cody Rhodes et Gunther, j'avais un petit peu peur que la WWE décide de sortir sa carte piège de overbooking. J'avais vraiment peur qu'on ait des interventions, que ce soit contre Cody Rhodes ou encore Gunther. Surtout pour Gunther, parce qu'on savait très bien que s'il y avait des interventions contre le ring général, ça pouvait être nul autre que Goldberg. Alors que de l'autre côté, si ça aurait été contre Cody Rhodes, ça aurait été Kevin Owens et ça aurait été amplement logique. Surtout après le passage à tabac qu'il a fait précédemment contre Randy Orton. Mais spoiler les catch addicts, le match va se dérouler de la plus belle des manières qui soit, à savoir de manière très clean. Mais bon, on reste quand même sur un match de Cody Rhodes. Et on sait très bien ce que fait la WWE depuis pas mal de temps avec Cody Rhodes. C'est de le présenter comme un nouveau Super Cena. Parce que Gunther, à plusieurs reprises, va réussir à piéger Cody Rhodes dans sa prise de soumission afin de l'endormir. Sauf que Cody Rhodes, c'est le babyface par excellence. Donc à chaque fois qu'il va se faire surprendre, il va tenter de revenir dans le match. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à force de subir la même prise pendant plusieurs minutes, Cody Rhodes a finalement réussi à trouver une parade. Car il va vouloir tenter un Cody Cutter de la 3e corde, mais il va de nouveau se faire surprendre par une prise de sommeil de Gunther. Sauf que cette fois-ci, Cody Rhodes va réussir à contrer la prise de soumission de Gunther et va réussir à lui river les épaules pour un compte de 3. Et grâce à cette manœuvre très intelligente, Cody Rhodes bat Gunther et devient par la même occasion le premier champion Crown Jewel de l'histoire de la WWE. Bon, ok, je vous avoue, je m'attendais tellement à une victoire de Gunther. Mais avec ce qui s'est passé,
clairement, c'est une victoire très méritée pour Cody Rhodes. Et on va même avoir droit à une marque de respect entre les deux champions. Donc c'est vrai que ça paraît très contradictoire par rapport à un personnage de heel. Mais par rapport au personnage de Gunther, je trouve que c'est assez cohérent. Car Gunther est certes un catcheur heel, mais comme je viens de dire, ça reste un catcheur. Il y a énormément de respect envers ceux qui font du catch. Donc voir Cody Rhodes qui a réussi à contrer sa prise avec une autre prise de catch, bah ça force le respect. Surtout au vu de tout ce qu'a subi Cody Rhodes. Et tout comme Liv Morgan qui s'est vu décerner son titre par Triple H, et bah Cody Rhodes aura le même traitement puisque Triple H va venir pour lui donner cette ceinture qui ne sert strictement à rien. Sauf qu'à la différence de Liv Morgan, il y aura quelques officiels d'Arabie Saoudite qui vont être à ses côtés. Et le show va se terminer avec Cody Rhodes et Liv Morgan qui vont célébrer ensemble. Voilà, on casse littéralement le personnage de heel de Liv Morgan. Mais c'est pas grave, c'est pas du tout canon. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Kwanjo 2024? Eh bah, pour être honnête avec vous les catchadites, j'ai trouvé ce show assez bon dans l'ensemble. Alors certes, je suis d'accord avec vous les catchadites, c'est un show en Arabie Saoudite, donc c'est un show non canon. Parce que clairement, on est dans un show qui a pour but de faire plaisir au public saoudien. Mais je trouve personnellement que la WWE nous a surpris, notamment par l'ordre des matchs, comment les matchs se sont déroulés, ou même encore le choix des vainqueurs. Et je trouve que dans l'ensemble, Triple H et son équipe, ils ont pris de très bonnes décisions. Parce que là, je vais pas compter les deux matchs pour les titres Kwanjo, parce que clairement on n'en a rien à carrer. Parce que certes, Cody Rhodes et Liv Morgan, ce sont les premiers champions Kwanjo de l'histoire de la WWE. D'accord, ils vont en parler la semaine prochaine, mais après ça, ils vont repartir sur leur rivalité. Cody Rhodes, il va probablement se lancer dans une rivalité contre Kevin Owens. Liv Morgan, pour le moment, on sait pas, parce que malheureusement, Rhea Ripley est blessée. Mais pour le reste des matchs qu'on a eu, et bah personnellement, je suis assez curieux d'être à SmackDown et à Raw la semaine prochaine. Parce que clairement, on est curieux de savoir quelle va être la suite des événements pour la plupart des matchs. Or, bien évidemment, les deux matchs pour les titres Kwanjo. Donc si je devais donner une note pour ce Kwanjo 2024, je mettrais la belle note de 7 sur 10. Et je mets un 7 sur 10, c'est largement mérité. Parce que je rappelle, on est dans un show en Arabie Saoudite. Et généralement, les shows en Arabie Saoudite commencent minimum à -5, -6 sur 10. Donc autant dire que le show revient de très très loin. Et maintenant c'est à vous les catchadites, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show dans l'espace des commentaires et je vous invite également à me donner votre note. Si bien sûr vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça reste entièrement gratuit et ça reste deux excellents moyens de me soutenir. Et en parlant de prochaines vidéos les catchadites. Bon, si on suit la logique, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et spoiler alert et catchadites, c'est la fameuse vidéo que je vous ai promis déjà depuis un petit moment. Je suis encore désolé pour le retard de cette vidéo, mais voilà, j'essaie de faire un maximum de contenu afin de vous faire plaisir. Et surtout qu'il va y avoir beaucoup de changements sur la chaîne d'ici les prochaines semaines. Et voilà, vous serez au courant, ne vous inquiétez absolument pas. Mais sur ce, je vous donne rendez-vous prochainement pour vous raconter des histoires encore plus dingues du catch universe. Mais d'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!